Alors Bastien, bonjour et merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour la réalisation de cette interview dans laquelle nous allons parler des forces de caractère. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te présenter rapidement. Donc, tu es docteur en psychologie, c'est bien ça? Oui, Ouais, enseignant-chercheur ouais, et maître praticien PNL. Est-ce que ouais, tu vas-y. peux juste voilà, nous décrire rapidement un peu voilà, ce que tu fais au quotidien dans ton travail? Voilà, il y a plusieurs champs là que j'ai présentés. Voilà, finalement te présenter, voilà un petit peu ce que tu fais. Ouais. Bah, merci aussi, bonjour, et puis merci à toi de m'avoir sollicité pour cette interview. Ce que je fais au quotidien, en fait, donc je travaille dans une école d'enseignement supérieur que j'ai montée avec l'année dernière avec des amis sur les humanités numériques, donc a priori rien à voir avec les forces, tous les usages, les transitions numériques dans les sciences humaines. Donc je fais de la recherche principalement dans le domaine des apprentissages et de l'autorégulation chez les adultes. Ça, c'est mon cœur de recherche à la base. Et puis, depuis quelques années, donc, je me suis formé à la PNL en parallèle. J'ai toujours eu ce côté très intéressé par la psychologie positive. On reviendra sans doute sur l'historique un peu des forces après. Et donc en parallèle, j'ai commencé à travailler sur un blog depuis 2014, si ma mémoire est bonne, pour un peu partager, vulgariser des idées autour de la psychologie positive, principalement et du développement personnel d'une manière générale. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon quotidien pour aller vite sur les activités. Tu parles de ton blog, effectivement. Alors, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, que j'ai été en fouillant sur Internet, je vais le dire comme ça. Je suis tombé sur ton blog et voilà, je le trouve très intéressant. Donc, j'invite tout le monde à aller le visiter, aller y faire un tour. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, je vais le dire comme ça, c'est voilà, l'approche un petit peu que j'ai aussi, c'est vraiment de baser tout ce que tu mets sur enfin, en tout cas sur des données scientifiques sur voilà, des choses prouvées. Et donc, c'est quelque chose qui m'est aussi. Donc, voilà, je partage ça. Et en plus, c'est vraiment ce qui ne gâche rien, très bien fait et vraiment précis. Et puis, tu as aussi une belle qualité sur le côté graphique. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui t'en occupe ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment à la fois le fond et la forme. Donc, vraiment, allez-y, allez visiter. Donc, c'est seréaliser.com, c'est ça? C'est Le nom de ça. Ok, ok. Donc voilà, revenons sur les forces de caractère. Alors, tu l'as dit, tu évoquais la psychologie positive. Donc on en échangera. Les deux sont, en tout cas, les forces de caractère sont apparues aussi dans cette veine-là, de ce champ de recherche-là. Euh, T'es aussi sollicité, c'est parce que j'ai constaté que tu avais bien étudié le sujet, tu l'avais regardé un petit peu sous toutes les coutures et tu avais développé aussi un certain nombre d'outils que d'ailleurs les personnes pourront trouver sur le blog. Est-ce que tu peux, voilà, pour démarrer, présenter ce que c'est que ces forces de caractère, voilà, comment un petit peu c'est émergé cette notion-là, voilà, comment tu peux nous présenter à ta manière ces forces de caractère? Alors, les forces de caractère, je ne vais pas faire un historique complet détaillé, on va essayer d'être efficace, mais Bien sûr. en gros, par rapport à la psychologie positive, donc ça s'inscrit dans le mouvement de la psychologie positive, qui est on va dire un champ de recherche et puis d'action aussi et d'intervention en psycho qui est assez récent. À l'origine, la psycho s'est toujours intéressée et à l'aspect négatif, c'est-à-dire comment aider les gens à aller mieux quand ils ont des pathologies, des troubles, et en même temps comment étudier un petit peu les talents, les talents exceptionnels, les performances exceptionnelles des êtres humains pour voir comment on pouvait aussi le dupliquer ou aider les gens à s'épanouir, atteindre leur plein potentiel, on va dire. Donc ça, à l'origine de l'émergence de la psycho au 19e siècle, ça faisait partie du package général. Après la Deuxième Guerre mondiale, où la psychologie scientifique s'est vraiment énormément développée, on avait un problème qui était le fait de gérer les gens qui avaient survécu à la guerre, aux camps de concentration, etc. Et donc aux États-Unis, il y a eu un énorme développement, et puis en Europe aussi évidemment, des traitements par rapport aux pathologies. Donc l'axe positif, on va dire, parce que c'est comme ça qu'il s'est défini ensuite, de la psychologie était un petit peu laissé de côté. Il a toujours continué à exister, mais c'était beaucoup moins important, avec beaucoup moins tout simplement de financement pour la recherche, beaucoup moins de gens qui s'intéressaient à ça.
Et c'est donc voilà, on a développé pendant des années, à partir des années 50, toute une nomenclature des pathologies psychologiques, toutes des thérapies. Et puis, à partir des années 80-90, on a eu l'émergence de la psychologie positive plutôt dans les années 90, avec donc Seligman, qui est un chercheur américain, qui est devenu président de l'association de psychologie américaine, l'APA. Donc, alors ça ne dit pas forcément grand-chose aux gens, mais c'est quelque chose de très important au niveau du monde de la psycho et de la recherche, et qui a voulu mettre le focus sur l'aspect positif, redonner un petit peu, encourager les gens à mettre de l'argent dans la recherche sur ces sujets-là, et entre autres aussi sur les forces de caractère, qui fait partie de ce champ-là. Et c'est lui qui est, avec donc Peterson et un autre chercheur, qui sont les deux papas, on va dire, des forces de caractère, qui ont vraiment fait tout un travail de recherche, à la fois, on va dire, au niveau historique, philosophique, sur les vertus, les choses qui étaient valorisées au niveau positif chez les êtres humains dans toutes les cultures depuis des millénaires, et aussi le côté scientifique pour voir quelles étaient les caractéristiques qui revenaient le plus souvent et qui étaient solides d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qui n'étaient pas juste des choses très très détaillées qui dépendaient du contexte, mais qui étaient un peu transversales et transculturelles aussi. C'était très important pour eux de ne pas tomber dans des descripteurs ou des constructs comme ça qui étaient très localisés, occidentalisés par exemple. Et donc, après des années de recherche, ils ont en 2004 sorti une première nomenclature des forces, des 24 forces. C'est là où ça a commencé, avec un gros bouquin qui est un peu la Bible sur le sujet, vu que c'est le premier gros bouquin sur le sujet, qui reprend toutes les forces, les détails et donc les vertus dont elles dépendent, pour rentrer dans le détail après, et qui ont développé en parallèle une manière d'évaluer les forces, donc qui est le test des forces, le VIA, là, donc c'est en anglais dans le texte Virtues in Action, donc les vertus en action, d'où le nom VIA, donc c'est les forces de caractère. Et cet institut-là qui a donc été fondé par ces gens-là et donc d'autres chercheurs après, qui l'ont rejoint évidemment, parce que maintenant c'est quelque chose d'assez important, a pour vocation de diffuser le travail sur les forces, de donner accès aux forces à tout le monde. C'est pour ça que c'est un test gratuit qui a été passé par, alors je crois qu'on est à 5 ou 6 millions de personnes différentes aujourd'hui, depuis 15 ans qu'il existe maintenant, avec différentes versions, en tout cas sur le site web, parce qu'après il y a des passations en dehors évidemment aussi, pour la recherche. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique. Comment est-ce qu'on est arrivé rapidement aux forces de caractère? C'est pour dire aussi que c'est quelque chose finalement d'assez récent. Alors il y a des centaines et des centaines d'articles de recherche dessus, mais par rapport à des tests de personnalité plus anciens en psycho qui sont validés aussi, qui sont très, très sérieux, comme le test des forces de caractère, qui est aussi très, très bien construit, on a beaucoup moins de recul, et donc il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à créer. C'est encore on va dire un secteur en pleine émergence, avec plein de choses à construire. Donc c'est ça qui est aussi enthousiasmant là-dessus, c'est que tout est à faire. Alors en langue française en plus, on a depuis quelques années des DU, donc des diplômes universitaires de psychologie positive, qui émergent à droite à gauche. Notamment le plus ancien, c'est celui de Grenoble, avec comment s'appelle, Barbara Shankland, de Si ma mémoire est bonne, qui a fondé celui-là, et donc il y a plusieurs promos de sortie maintenant depuis 5 ou 6 ans. Mais c'est vrai que c'est assez récent. Et en langue française, il n'y a pas beaucoup de contenu de qualité sur le sujet, de contenu tout court d'ailleurs, et de contenu de qualité sur le sujet. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai essayé d'adapter et de passer aussi des choses qui sont en anglais, parce que tout ça c'est en anglais, c'est beaucoup de la recherche américaine. Et donc tout ce que je diffuse, puisqu'il parlait de ça tout à l'heure, c'est pas forcément que des choses que j'invente, c'est aussi des choses que j'adapte et que je croise et que j'essaye de rendre accessible à un public francophone non spécialiste de psycho. Voilà, en gros. Merci pour ce panorama, j'allais dire, de l'émergence de cette notion des forces de caractère. Tu disais, voilà, ton optique aussi, c'est de diffuser au public francophone là, un contenu de qualité et puis qui soit accessible. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené, parce que la psychologie positive est en action aussi large, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à un moment mettre le focus aussi sur ces forces de caractère? Alors, plusieurs choses. La psychologie positive, c'est vrai que c'est assez large. Moi, je suis rentré par tout simplement quand j'étais en thèse, ça fait quelques années maintenant. La psychologie positive en France était encore un peu à ses débuts, c'était entre 2008 et 2011, donc
Donc c'était les premiers pas, et j'ai commencé à explorer un petit peu ça. Donc toute la recherche autour de l'épanouissement personnel, du bien-être, du bonheur, qui maintenant commence à être quand même assez connue en France aussi, hein. Et j'ai découvert les forces. Alors ce que je trouvais très intéressant dans cette démarche-là, déjà c'est que c'était un test scientifiquement validé. Il y a un autre test des forces qui existe, un gros test qui est le test de Gallup, le Strengths Finder, qui est payant, qui a été créé, celui qui a créé ce test-là, c'est un chercheur aussi. Il a participé aussi à la création du test des forces Levia. Il était aussi à la pointe de ça, mais c'est beaucoup plus opaque, on va dire, d'un point de vue scientifique, puisqu'on n'a pas accès exactement à la construction du test, et il n'est pas gratuit, et il n'a pas tout à fait la même universalité. Il y a 37 forces de mémoire dans leur test contre 24 là, donc on n'a pas tout à fait le même niveau d'utilité, et c'est très orienté monde professionnel aussi. C'est les forces dans le monde pro, beaucoup quand même. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'un point de vue de la validité scientifique, de la précision, qui n'était pas trop dans les menus détails, c'est-à-dire que tout le monde pouvait s'y retrouver sans que ce soit non plus 5 catégories. Donc on avait un bon équilibre, je trouve, en termes de compréhension des choses, d'applicabilité. Et puis surtout c'est activable, c'est-à-dire que quand on a les forces de caractère, c'est une grille de lecture qui enferme pas, puisque c'est aussi positif, donc on n'est jamais sur les points faibles, c'est que des forces, et qui permet après d'agir et de comprendre aussi, d'interagir avec les autres. C'est-à-dire qu'à la fois on découvre un peu son propre fonctionnement, en tout cas des fois c'est juste des fois mettre des mots sur des choses qu'on avait déjà perçues, mais ça aide quand même, et aussi ça permet de comprendre parfois des comportements différents d'autres personnes, sans que ça soit vu dans un angle pathologique ou de conflit, mais dans un angle juste c'est pas les mêmes forces qui sont en avant chez les deux personnes, et ça peut créer des conflits, et donc les deux sont positifs. Si je prends par exemple la force de prudence et la force versus la force d'enthousiasme, quelqu'un qui est beaucoup dans l'enthousiasme, qui a ça dans son top 5 de force, versus quelqu'un qui est énormément dans la prudence, ça peut générer des conflits. Quand on a une grille de lecture pour comprendre ça, on peut aussi mieux interagir et profiter des points forts des uns et des autres, par exemple dans un projet, et phaser les choses sans que ça tourne au conflit. Donc c'est aussi là que c'est intéressant. Donc pour résumer, les points qui m'ont attiré là-dedans, c'est le côté vraiment scientifique. C'est pas un test, parce qu'il y en a plein des tests de personnalité qui sont pas forcément très valides. C'est pratique, on peut l'utiliser, et puis c'est une grille de lecture qui est compréhensible par tout le monde et qui est universelle. Donc tous ces points-là font que je trouve c'est intéressant, et par rapport à d'autres domaines de la psychologie positive, ça donne une granularité, une précision, une possibilité d'action qui est bien plus importante que les recherches sur le bonheur, par exemple, qui disent des choses aussi très intéressantes, hein, sur les interactions qu'on peut avoir avec les autres, sur la sociabilisation, sur le niveau de revenu, enfin il y a plein de choses, mais ça reste toujours des points, il n'y a pas cette approche holistique un peu globale qu'on a dans les forces, qui est en fait une porte d'entrée qui permet après de toucher à tous les autres domaines aussi. Voilà. Cette grille finalement des forces de caractère, comme tu l'évoques, comme grille de lecture, qui n'enferme pas et qui permet aussi de comprendre et de peut-être prendre conscience d'un mode de fonctionnement, et peut-être de ce qui nous fait rentrer en conflit avec d'autres, ou en tout cas ce qui fait qu'on peut avoir des difficultés avec d'autres, ou à l'inverse peut-être, pourquoi ça fonctionne très bien avec telle ou telle personne. Tu évoquais un petit peu là, tu nous donnes déjà une première idée de ce que c'est, parce qu'on parle force de caractère. Tu parlais d'honnêteté, je crois, je sais plus quel autre. Je connais prudence et enthousiasme. Voilà. Voilà. Concrètement, pour ceux qui écoutent là, à quoi elle ressemble ces forces. Alors il y en a 24 finalement. L'idée c'est pas de faire la liste des 24 ici, mais voilà, un petit peu pour se donner un petit peu une image de ce que c'est, de la manière dont c'est structuré aussi, ces 24 forces. Ouais. Alors, on a, pour reprendre le détail, en fait, le découpage, on va dire, d'un point de vue conceptuel et scientifique des choses, en fait, on a 6 vertus, c'est-à-dire des grandes qualités morales, des grandes qualités positives chez l'être humain, donc qui ont été repérées par les chercheurs. Donc, la sagesse, le courage,
l'humanité, la justice, la tempérance et la transcendance. Et là-dedans viennent se loger les 24 forces. Donc il y a plusieurs forces par vertu. La vertu, c'est vraiment les qualités un peu supérieures, c'est pas très activable, on voit à quoi ça correspond, mais c'est pas très concret. Les forces, c'est le niveau d'en dessous, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer un peu plus dans le détail, mais on n'est pas à un niveau, très contextualisé. C'est-à-dire que si je prends justement la prudence, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes, dans des contextes différents, et selon les cultures, la prudence peut aussi être valorisée de manière différente. Elle sera toujours valorisée, mais pas forcément au même moment ou de la même manière. En fait, la culture, c'est un contexte de plus, un contexte important, mais ça reste un contexte. Donc les forces peuvent s'exprimer, peuvent s'insérer dans ces contextes-là. Et donc ça, c'est les niveaux. Puis après, on a ce qu'ils appellent dans la recherche les thèmes situationnels, c'est-à-dire la force pour telle personne dans tel contexte. Par exemple, si je prends la force de leadership, le leadership dans le milieu professionnel pour tel ou tel individu, qu'est-ce que ça va donner? Et donc là, on est vraiment dans le concret et dans l'application détaillée. Donc les forces, il faut vraiment voir ça comme un niveau intermédiaire entre quelque chose de très un peu plus éthéré, donc les vertus, des qualités morales, et le côté très terre-à-terre, situationnel, où on a un comportement, on ressent des choses et on pense d'une certaine manière avec cette force-là dans un contexte. Et la manière dont moi, je vis une de mes forces dans un contexte particulier ne sera jamais la même que celle d'une autre personne, enfin qu'une autre personne aura, elle, dans sa situation, même si la situation est proche. Juste quelques petits chiffres pour avoir bien conscience du potentiel du test. Si on prend les 5 premières forces, donc on en reparlera peut-être après, mais le test en gros vous donne la liste des 24 forces dans l'ordre, de celles qui représentent le plus la personne à celle qui représente le moins la personne. Et donc, en général, on travaille avec le top 5 ou 6 ou 7, c'est des forces qui sont celles qui vraiment nous caractérisent le plus. Et juste ce top 5, donc ce classement de 5 forces, il y a, avec ces 24 forces, plus de 5 millions de combinaisons possibles, si on prend les 24 forces, pour avoir un top 5. Donc on a 5,1 millions en gros de top 5 différents possibles avec ce test-là. Donc je vous laisse imaginer, quand on a 24 forces, on est largement plus de classements possibles que d'êtres humains sur Terre. Donc ça donne une richesse en fait de classement qui est très importante, et en plus, donc ça donne... et en plus tout ça se décline, c'est-à-dire que même si on a 2 personnes qui ont exactement le même top 5, dans le même ordre, elles ne le vivront pas de la même manière. Elles n'appliqueront pas leurs forces de la même manière, elles ne les utiliseront pas de la même manière. Donc quand bien même on arriverait sur les mêmes classements, ça ne sera pas exprimé de la même manière. Mais bon, après, on peut rentrer plus dans les détails, mais je laisse en fonction de tes questions. Si je reprends ce que tu disais, donc on a ce niveau des vertus finalement qui sont des éléments reconnus universellement, je vais le dire comme ça, et mis en avant. Le niveau des forces, là aussi, on est dans quelque chose qui est reconnu, mais qui va être mis en avant de manière différente selon les sociétés, selon les cultures, selon les grands ensembles, j'allais dire. Et puis, tu m'as dit le niveau des thèmes situationnels, c'est-à-dire la manière dont les forces, en tout cas la manière dont les personnes vont exprimer ces forces-là. Donc, finalement, à chaque personne, sa manière à elle d'exprimer une force qu'elle va pouvoir avoir, par exemple en passant ce test du VIA que tu évoques. C'est bien ça qui c'est ça. Je résume, ouais. D'accord. Et en fait, quand ils ont fait la construction des forces, ils ont identifié les 24, il y en avait plus évidemment dans ce qu'ils avaient retenu à la base. Ils ont pris les 24 qui correspondaient ils ont retenu seulement les forces qui correspondaient à un certain nombre de critères. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'après il y a plein de choses, mais des fois on peut avoir des gens qui passent ce test et qui se disent certaines forces, par exemple, je sais pas, la tolérance, on pourrait imaginer que c'est une force. Et en fait, selon le test et la recherche, par exemple, la tolérance, ce sera plutôt une combinaison de plusieurs forces qui sont dans le test des forces. L'équité et la bonté, donc plutôt l'équité et la pensée critique et la bonté. 3 forces qui viennent se combiner et qui donnent une force de tolérance. Et le problème, c'est que la tolérance, c'est pas une force parce que déjà c'est une combinaison de forces du test, et parce que la tolérance, selon les différentes cultures aussi, c'est pas tout à fait la même combinaison, le même dosage. Donc c'est là où ils ont vraiment limité les choses. C'était pour que ça soit déjà scientifiquement valide, que ça soit indépendant. La tolérance, c'est pas indépendant du reste, donc ça marchait pas. Et il fallait que ça soit indépendant, hors culture, que ça soit en tout cas transculturel, on va dire, que toutes les cultures puissent s'y retrouver. C'est pour ça que certaines
si voilà, les gens regardent la liste des forces et se disent peut-être qu'il y a des choses qui manquent. En fait, quand on va dans le détail, on peut, en combinant des forces, puisqu'on n'a jamais qu'une seule force qui s'exprime, même quand on est dans une situation particulière et qu'il y a une force qui s'exprime plus, je sais pas, par exemple une force de bonté, de gentillesse qui s'exprime, elle s'exprimera jamais toute seule. Il y a d'autres forces qui vont aussi s'exprimer chez cette personne-là en même temps. Elles sont peut-être plus en retrait, mais elles seront quand même là. Donc voilà, en termes de complexité, ce qui est bien, c'est qu'on a un bon niveau de précision. 24, c'est quand même déjà pas mal. Avec les classements en plus, voilà, ça donne pas mal de possibilités, sans tomber dans des choses qui seraient trop culturellement situées, qui permettraient pas aussi aux gens de comprendre exactement à quoi ça correspond telle ou telle force, ou de la penser que dans le cadre de leur culture et que dans le cadre de leur contexte particulier. Je découvre cette vidéo et puis je me dis tiens, je vais aller voir. Alors je mettrai dans une vidéo à venir justement la manière dont tu allais passer ce test. On le retrouve aussi Oui. dans le guide que tu as fait, le guide des forces, là où tu expliques vraiment avec des captures d'écran comment aller passer ce test, qui est gratuit, je le rappelle. Donc imaginons, je passe ce test et puis je me retrouve avec un classement de 5, un classement en tout cas des 24, et puis voilà, disant que les 5 premières là sont les forces principales pour moi. Qu'est-ce que je fais avec ça une fois que j'ai ces forces? Qu'est-ce que tu auras envie de dire à celui qui a ça? Moi-même, je l'ai passé la première fois il y a quelques années, au moment où je connaissais pas encore vraiment le domaine, et bon, ok, j'avais cette liste, et puis je voyais pas trop forcément comment aller plus loin avec ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, c'est une vaste question, j'en ai conscience. Non, mais c'est aussi pour ça justement que j'ai fait ce guide-là en français, parce que, et alors même, j'ai envie de dire en anglais, il y a des choses, il y a des super bouquins qui sont faits d'ailleurs par des chercheurs qui font partie de l'Institut VIA, et qui donnent des pistes très intéressantes. Mais c'est pas hyper accessible. Enfin, c'est des bouquins alors qui sont pas écrits pour de la recherche, qui sont écrits en vulgarisation, mais c'est des bouquins en anglais qui coûtent en général 50 ou 60 $. Enfin voilà, c'est pas des grosses éditions, donc c'est pas des choses extrêmement accessibles. Et c'est vrai qu'on trouve pas forcément d'exercices. On en trouve, mais pas facilement. Alors il y a des pistes, il y a la liste des pistes là en anglais que tu as consulté aussi, qui donne dont je me suis inspiré aussi pour le guide des forces, pour donner des pistes pour chaque force de travail. Donc ça c'est une chose, ça reste en anglais aussi. Donc quand on a les résultats, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, éviter le réflexe de se dire ok, quels sont mes points faibles. Ça c'est le truc qui arrive souvent. C'est aussi ça l'intérêt du test, c'est même les forces qui sont qui sont plus en bas de classement, c'est pas des points faibles, c'est juste des choses qui sont moins représentatives de l'individu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller les solliciter, on les sollicite tous. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas la force d'autorégulation, il l'utilise quand même au quotidien. Quand il se brosse les dents, quand il fait le ménage chez lui, c'est de l'autorégulation. Même si c'est très très en retrait, il l'utilise par petites pointes automatiques, parce que ça fait partie de sa vie. Donc c'est pour dire qu'on les utilise toutes ces forces-là. Donc ça, première chose, pas se focaliser sur la fin du classement. Deuxième chose, pas non plus trop se focaliser sur l'ordre en tant que tel. C'est-à-dire que, en gros, on a 24 forces. Il faut le voir un peu comme 3 grosses tranches. On a les 8 premières, les 8 du milieu, qui sont un peu le ventre mou, on va dire, et puis les 8 vraiment en retrait, qui sont celles qui nous caractérisent pas du tout. En tout cas, qui sont très très en retrait, et c'est vraiment très ponctuel quand on a besoin qu'on les utilise. Et les 8 premières, oui, l'ordre a un intérêt, évidemment, mais il faut savoir comment le test est construit. C'est-à-dire qu'on a donc des questions. Chaque force, le score va être rapporté sur 5. Alors quand on le passe gratuitement, on ne le voit pas, mais pour les chercheurs, moi qui ai un peu regardé aussi derrière le rideau, on va dire, pour voir comment ça fonctionnait, en gros, on a un score sur 5, donc ça veut dire que des fois, votre force numéro 1, elle est, admettons, à 4,7, et la force numéro 2, elle va être à 4,64 ou 65. Ça peut arriver. Ça peut aussi arriver qu'il y ait des gaffes des écarts beaucoup plus importants entre les forces. Donc alors c'est intéressant de voir l'ordre, mais bon, si vous dites c'est bizarre, cette force-là elle est en 4, je sentais que quand même pour moi j'aurais plus mise en premier, c'est pas grave, c'est pas du tout un souci ça. Sachant qu'il y a toujours une marge d'erreur dans un test en plus, donc ça reste, il faut voir ça comme des zones. Donc une fois qu'on a bien pris ça en compte, il faut regarder un petit peu les descriptions des forces, essayer de s'approprier
s'approprier le test et ses résultats en regardant des définitions. Alors il y a des définitions sur le site, on peut en trouver dans des livres aussi, moi j'essaie de les diffuser, toi aussi tu t'en parles sur ton blog, donc voilà, essayer d'aller dans des descriptions des fois un peu plus détaillées que celles qu'il y a sur le site, ou alors regarder aussi dans le site via, il y a des pages aussi pour chaque force. Alors tout n'est pas toujours traduit en français, mais il y a quand même pas mal de choses en français de plus en plus. Donc pour bien déjà comprendre ce que recoupe chaque force. Alors une fois qu'on a fait ce travail-là, après c'est vraiment se dire bon, comment est-ce que je peux les utiliser au quotidien. Comment déjà je les utilise spontanément et comment je peux les utiliser au quotidien. Donc ça va être par exemple prendre des situations particulières, en tout cas des grands domaines de vie, on va dire. Par exemple au travail, si j'ai la force, je sais pas moi, de travail d'équipe, comment est-ce que ça s'exprime chez moi quand je travaille avec mes collègues? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi le travail d'équipe en termes de comportement? Alors, il y a toujours 3 aspects, hein. Il y a le comportement, le ressenti et les pensées. Le côté cognitif, comment est-ce que j'analyse la situation? Évidemment, il y a des forces qui sont plus parfois sur l'émotionnel que sur la pensée. Il peut y avoir des pondérations comme ça. Hein. Je sais pas, la capacité d'aimer, d'être aimé, évidemment que c'est plus sur le côté émotionnel que sur le côté, on va dire, intellectuel, cognitif, rationnel. Par exemple, la perspective, le côté j'analyse les choses, je prends du recul, j'essaie de mettre les choses en perspective. Ça, c'est évidemment quelque chose d'un peu plus du côté rationnel, en tout cas du côté raisonnement, on va dire. Voilà. Bon, après, ça, c'est des subtilités, mais l'idée, c'est de prendre ces forces, le top 5 pour commencer, si vous voulez le top 6 ou le top 7, peu importe, et de voir comment chacune s'exprime dans différents domaines. Et parfois, on découvre que, enfin souvent même, qu'on a des forces qui s'expriment beaucoup au travail, et pas du tout avec les amis ou la famille, et inversement. Par exemple, et puis que certaines forces, on les surutilise, parce qu'on peut surutiliser des forces, et que d'autres, on les sous-utilise un peu, que si on montait en puissance sur ces forces-là, dans certains domaines, dans certaines activités, eh bien, ça nous servirait plus, et ça servirait plus tout le monde d'ailleurs, parce que ce qui est bien, c'est que quand on utilise les forces, de manière équilibrée, tout le monde y gagne. Et la personne qui les utilise, et les gens en face qui vont, et l'équipe avec laquelle on travaille, ou les gens avec qui on est, si c'est la famille ou les amis, ou dans les relations intimes ou dans les couples, tout le monde en bénéficie finalement. C'est pas quelque chose qui se fait au détriment des autres. C'est aussi ça qui est important dans les forces, c'est qu'une force qui s'exprime de manière équilibrée se fait jamais au détriment des autres personnes. Par contre, on peut surutiliser une force. L'exemple que je donne souvent, parce qu'il est vite parlant, il y a la force d'humour d'enjouement. Donc si on surutilise la force d'humour, qu'on a ça dans son top 5, et parfois au travail on surutilise la force d'humour, qu'on fait des blagues tout le temps, à tort et à travers, ça peut nous desservir, et ça peut desservir l'efficacité, on va dire, au boulot. Donc ça c'est un exemple qui est parlant, on peut le faire avec toutes les forces, hein, mais comme ça les gens voient tout de suite, imaginent tout de suite des personnes qui ont un humour un peu trop insistant. Donc on peut très bien surutiliser, comme on peut sous-utiliser. Des fois on a des forces qu'on n'ose pas utiliser, ou qu'on a appris à pas utiliser, ou qu'on inhibe un petit peu dans certains contextes, parce que pour des raisons diverses et variées, de parcours, d'histoire. Et si on montait en puissance sur ces forces-là, on pourrait aller mieux. Donc, mis à part le côté connaissance du test, on va dire connaissance des résultats, comprendre quels sont les résultats, l'idée dans un premier temps, c'est vraiment d'analyser ce que ça veut dire ces résultats pour moi, en tant que personne qui a passé le test. Ok, c'est ça, c'est mes 5 premières forces. Comment ça se traduit dans mon quotidien? Comment ça se traduit en termes de pensée, d'émotion, de comportement dans tel ou tel contexte? Et à partir de là, on peut commencer, alors après il y a plein d'exercices, hein, on peut commencer à utiliser les forces pour différents projets, à commencer à regarder comment est-ce que je monte en puissance certaines forces, comment est-ce que j'en baisse d'autres dans certains domaines. Et quand on a beaucoup travaillé sur son top de classement, on peut aussi commencer à regarder, parce que ça c'est après le biais aussi qu'il y a, on va dire, en Occident en général, mais en France on aime bien ça aussi, on peut commencer à regarder le bas du classement pour se dire, bon, j'aimerais quand même bien monter un petit peu en puissance sur ces forces-là de temps en temps, ou les avoir plus à disposition pour pouvoir avancer sur mes projets, atteindre mes objectifs. Donc là, on peut aussi commencer à travailler sur plutôt le milieu ou la fin du classement, mais en sachant que si on veut être purement rationnel, d'un point de vue scientifique aussi, le temps que vous investissez qu'on investit dans le top 5, dans les premières forces qu'on a, celles qui nous caractérisent le plus, il sera beaucoup plus efficace
si vous passez, je sais pas moi, une semaine à bosser vos forces du top 5, ce sera un temps bien mieux investi que de passer une semaine à travailler sur les 5 dernières forces de votre classement. Parce que c'est pas dans votre personnalité totalement d'exprimer ces forces-là. Donc et les résultats, le retour sur investissement, on va dire en termes de résultats, il sera beaucoup plus long à venir, il sera beaucoup moins important, et en plus, ça sera moins agréable parce que c'est des forces qui caractérisent moins la personne. Donc elle est moins à l'aise là-dedans, et donc c'est beaucoup plus difficile. Donc ce travail-là, il peut être fait, il est intéressant à faire aussi, mais il y a déjà plein de choses à faire avec le début du classement, le top 5 et un peu plus. Voilà. Si j'ai bien compris, le début de ce classement, en tout cas les 5, 6, 7 premières forces là, sont celles qui, quand on va les utiliser de manière harmonisée, en tout cas, et en accord avec ce qu'on est, vont nous apporter et vont apporter aussi aux autres. C'est aussi l'intérêt de ces forces-là. Donc c'est pas quelque chose de purement égoïste, j'allais dire. De toute façon, voilà. Intrinsèquement, elles comportent aussi ce facteur d'apporter aux autres quand elles sont mises en avant ou quand on les met en avant dans son quotidien. Donc voilà, de regarder cet équilibre, de regarder s'il y a des forces qui ne sont pas trop utilisées ou surutilisées, voilà, d'être bien au clair là-dessus. Donc voilà, je pense que ça peut demander aussi un certain temps d'appréhender tout ça c'est un travail qui, j'imagine, enfin en tout cas pour avoir fait un petit peu, voilà, ça se mûrit, ça se met en place gentiment, de voir les différents domaines de vie dans lesquels on peut aussi, parce qu'il y a le travail, il y a la famille, il y a les loisirs, que sais-je, voilà, il y en a un certain nombre. On retrouve aussi d'ailleurs, je crois que tu as fait plus il y a un article ou un document qui retrace les principaux domaines de vie. Donc, qu'est-ce que ces forces, au-delà du fait que voilà, ça nous apporte du plus à nous et aux autres, qu'est-ce que ça nous apporte d'utiliser ces forces finalement, voilà, en considérant que ces 5, 6 premières forces, on a fait ce travail-là, on est en harmonie avec ça, quels effets, je vais dire, ça amène supplémentaires? Est-ce qu'il y a des choses scientifiques aussi de ce côté-là? Alors, il y a des recherches sur les forces. Alors, d'une manière globale, on va dire qu'on a des recherches scientifiques, des résultats qui montrent que le fait de travailler les forces au quotidien apporte du bonheur. Donc il y a notamment un exercice, on va dire, à faire, qui est le fait de travailler une force chaque jour. C'est un protocole qui a été testé scientifiquement avec donc, des groupes contrôle, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, vraiment une recherche scientifique. Et on a montré que en quelques semaines, un mois et demi, on arrivait à augmenter le niveau de bien-être, de satisfaction des gens grâce à ce travail-là. C'est-à-dire le fait de prendre les forces du top 5 et au quotidien de travailler une force. C'est-à-dire, voilà, 5 minutes par jour, je mets en place des actions pour utiliser mes forces et les développer. Mes forces principales, mes forces signatures. Donc ça, c'est une chose très simple qui est pour le coup validée scientifiquement, un exercice, et ça permet même quand on arrête, même plusieurs mois plus tard, alors ils avaient fait un contrôle de mémoire à 2-3 mois, on a encore un effet significatif, différenciant en termes de bien-être par rapport à des gens qui ont fait un autre travail qui n'est pas lié aux forces, un peu classique sur l'épanouissement personnel, ou pas de travail du tout. Donc on a quand même encore ce différentiel qui existe. Donc ça, c'est quelque chose qui est, c'est un exercice, par exemple, qui est vraiment prouvé. Donc quand on évoquait les différentes pistes, les différentes manières de travailler les forces, chaque force, on peut les travailler de plein de manières différentes. Si on fait ça au quotidien pendant plusieurs semaines, ça a un effet significatif sur le bien-être et l'épanouissement. Après, certaines forces sont plus particulièrement liées, ont une corrélation. Donc c'est pas un lien de cause à effet, mais vraiment un lien de covariance. Les deux choses varient en même temps. Donc certaines forces sont corrélées plus que d'autres au bien-être. C'est-à-dire que quand on travaille par exemple sur la bonté et la gentillesse, donc il y a tout le travail sur la méditation et la bonté par exemple, tout ça on sait que c'est lié à l'épanouissement personnel et au bonheur et au bien-être. Donc évidemment cette force-là, quand on la travaille, elle a un impact un peu plus fort quand c'est dans notre top 5 sur le bonheur directement que ne va l'avoir une autre force comme par exemple l'autorégulation. D'autres forces justement sont plus liées à l'atteinte d'objectifs. L'autorégulation notamment va avoir un impact plus fort sur le fait d'atteindre ses objectifs,
tout comme le courage, la persévérance, qui sont d'autres forces, vont avoir aussi un effet plus important, plus directement mesurable sur le fait d'atteindre ces objectifs. Donc il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. En fonction des forces, évidemment, l'impact sur les différents domaines, on va dire, de l'épanouissement personnel, si je fais très très large, va être un peu différencié parce que, évidemment, certains types de comportements, certains types d'attitudes, certains types de personnalités sont plus susceptibles, comment dire, de trouver facilement un peu d'épanouissement et un peu de bonheur. Enfin, si on simplifie les choses en sortant des forces, voilà, on a tous autour de nous des gens qui ont tendance à voir les choses de manière plus positive ou à prendre les choses même difficiles de manière beaucoup plus, enfin, qui ont plus de résilience, qui arrivent à dépasser ça et à pas, comment dire, pendant 2-3 semaines broyer du noir sur le sujet, qui vont passer plus vite à autre chose. Donc ça, si on fait le test des forces, c'est des forces différentes qui sont dans le top 5. Et évidemment, ça permet si on a moins d'émotions négatives parce qu'on arrive à mieux se réguler, parce qu'on envisage les choses de manière différente, ça a un impact plus immédiat sur le bonheur. Ça ne veut pas dire par contre que si on n'a pas ces forces-là, on est incapable d'être heureux ou qu'on est incapable de s'épanouir. C'est juste que c'est l'effet. Si on travaille les forces qui ne sont pas des forces fortement liées à l'épanouissement personnel directement, l'impact va être un peu plus lent. Mais quand on travaille ces forces en général, de toute façon, quelles qu'elles soient, on progresse en termes de bien-être et d'épanouissement. Donc, il n'y a pas de, je veux dire, c'est jamais perdu et c'est pas l'épanouissement personnel. C'est important de ne pas s'enfermer dans un truc en se disant, j'ai telle force, donc moi c'est mort, ça va durer hyper longtemps, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de m'épanouir. Non, pas du tout. C'est toujours pareil. Quand on passe un test, il faut faire attention à pas tomber dans le côté je mets des étiquettes, je m'enferme dans un diagnostic qui est terminé et qui bouge plus. Donc voilà, les différentes forces, c'est des personnalités différentes, c'est des comportements, des manières de voir les choses différentes, donc aussi des impacts et des points forts en fait tout simplement différents. Quelqu'un qui est bon en travail, qui a une force de travail d'équipe très développée, évidemment qu'au quotidien, au boulot par exemple, il aura plus de facilité à travailler en équipe, que ça va sans doute mieux se passer. Alors après, tout dépend de l'environnement dans lequel il est aussi, que quelqu'un qui est plus qui a ce travail d'équipe plus en retrait, qui est plus dans l'autorégulation, dans un travail plus en autonomie et qui préfère justement travailler de son côté, s'autoréguler, peut-être qu'il est dans la prudence aussi. Enfin voilà, il y a des styles différents et les deux sont intéressants, les deux peuvent se compléter. Et quand on sait dans quel style on est ou dans quel type de force a telle ou telle personne, ça permet de s'appuyer là-dessus et de le vivre mieux aussi. Donc déjà rien que ça, même si telle ou telle force est moins directement liée au bonheur, en travaillant dessus, le fait de les comprendre, de voir comment on fonctionne et de se dire ok, je peux m'épanouir là-dedans et c'est comme ça que tout simplement je prends du plaisir dans mon travail, que je prends du plaisir dans mes relations. Évidemment, nécessairement, que ce soit la bonté, le travail d'équipe, l'autorégulation, la prudence ou autre, ça va forcément avoir un impact sur le bonheur. Et c'est scientifiquement confirmé. Donc voilà, tant qu'à faire. Bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle, exactement. Moi-même, j'ai passé le test là, 2-3 ans d'intervalle. Voilà, je retrouve des choses identiques, mais je vois qu'il y a des choses qui ont bougé, des choses qui sont sorties, qui sont rentrées dans le ventre mou, comme tu disais, et d'autres qui sont remontées plus en tête. Donc voilà, c'est intéressant aussi au fur et à mesure de son évolution de voir que ça peut bouger, quoi. En fait, c'est aussi juste un petit passage sur la manière dont les tests sont faits. C'est-à-dire que pour qu'un test scientifique soit, on va dire, robuste et intéressant, il y a deux caractéristiques. Il y a la validité, c'est le fait que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. En général, quand on crée le test, on compare avec d'autres mesures d'observation, etc., pour voir que ce qu'on essaie de mesurer, ça se traduit bien par des comportements et que voilà, le test est bien construit. Ça, c'est la validité. Et la deuxième chose, c'est la fidélité, c'est-à-dire, ou la robustesse. En anglais, c'est plutôt robustesse, mais en français, c'est fiabilité. C'est le fait que quand on passe le test plusieurs fois d'affilée, à quelques mois d'intervalle, on a à peu près, en tout cas dans une grande partie, les mêmes résultats. Donc ça veut dire que c'est pas aléatoire, parce que si ça changeait d'une semaine à l'autre, ça veut dire que le test n'est pas du tout fiable et donc on a un problème à ce niveau-là. Ou alors que ça mesure pas des traits de personnalité, puisque c'est un test qui mesure des traits, ça veut dire sinon, quand c'est transitoire, que ça mesure des états, c'est-à-dire juste des moments transitoires qui passent en fait.
Donc ça, c'est les deux aspects. Ça veut dire qu'effectivement, le test, moi aussi, je l'ai passé plusieurs fois entre le moment où je l'ai découvert et aujourd'hui. Il y a des choses qui ont bougé. On va dire que dans les grandes lignes, je sais pas pour toi, mais moi ce que j'observe, c'est que dans les grandes lignes, on reste quand même à peu près dans les mêmes zones, c'est-à-dire que voilà, une force qui était en 6, elle est passée peut-être en 10, et puis une force qui était en 1, elle est peut-être passée en 3, enfin voilà, mais on reste à peu près dans les mêmes zones, c'est-à-dire que les forces qui étaient en fin de classement, elles sont pas retrouvées propulsées 7 ou 8 non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut bouger. Alors, pour refaire la boucle avec ce que je disais tout à l'heure sur la manière dont le test est construit, c'est pas parce que ça a bougé que vos forces ont baissé nécessairement, parce que c'est un score sur 5. Donc, si, je sais pas moi, la force 3, elle était à 4, si elle est passée à 5, elle est peut-être toujours à 4, mais c'est juste que peut-être les deux autres forces, elles sont passées à 4,1, 4,2, et donc c'est un peu passé au-dessus. Donc c'est pour ça aussi que je parlais de zone, c'est-à-dire que les choses bougent, donc ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que ce qu'on fait a un impact sur la manière, enfin sur nos forces. Ça veut dire que le travail n'est pas complètement vain non plus, que aussi dans le quotidien, dans ce qu'on vit, dans nos expériences, on évolue heureusement et on apprend des choses et on n'est plus la même personne 5 ans plus tard. En tout cas, on n'est pas complètement différent, mais on a un peu évolué si tout va bien. Et si tout va bien, on a évolué en bien, en positif, et en positif pour soi, par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Et donc c'est vrai que ça peut bouger. Il faut pas non plus. C'est pour ça que c'est important de pas s'arc-bouter sur des classements sur voilà, ça c'est ma force numéro 2 et c'est comme ça et ça bougera pas. Et par rapport aux autres personnes, s'il y a d'autres personnes dans l'environnement qui passent le test des forces, ça donne une grille de lecture, mais voilà, ne pas s'enfermer dans des résultats et pas enfermer les autres dans les résultats non plus, parce que sinon après on tombe dans le biais qui est le biais d'étiquetage, où on met des étiquettes, ou en français on dirait plutôt on met les gens dans des cases. C'est vrai que le terme d'étiquette c'est plutôt le terme anglais, mais c'est vrai que sinon on met les gens dans des cases, et quand on met les gens dans des cases, la seule chose qu'ils ont envie de faire c'est d'en sortir, et à juste titre. Et soi-même on se ferme des possibilités quand on se met dans des cases. Donc c'est plutôt, faut vraiment voir ça comme une désorientation, une grille de lecture, une grille de compréhension qui doit être un support pour essayer justement d'être dans une démarche de développement personnel, comme tu disais tout à l'heure, au sens plein du terme, quoi, de se développer et de tirer parti de ça pour aller mieux, pour être plus efficace, plus heureux, plus épanoui, etc. Est-ce qu'il y a un risque finalement à ne pas utiliser certaines forces, enfin, voilà, tu parlais de l'harmonie, notamment de ces premières forces là. Est-ce qu'il y a un risque, je vais le dire tout bêtement comme ça, est-ce qu'il y a un risque de pas utiliser, de pas mettre en avant certaines forces qui seraient peut-être importantes pour nous Alors tu veux dire certaines forces qui sont dans le top 5 ou certaines forces en général? Certaines forces en général, ouais. De façon générale, est-ce qu'il y a un risque? Dans l'absolu, il n'y a pas de risque, puisqu'on est sur des forces. C'est-à-dire que si une force est en bas de classement, par exemple en 23 ou en 24, admettons, c'est pas que ça devient une faiblesse, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise peu, parce que ça nous caractérise pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter en compétence dessus, qu'on ne peut pas l'utiliser plus. Et dans certaines situations, on a besoin des forces, et on a besoin de toutes les forces en fait dans notre vie. On n'a pas besoin que des 5 premières qu'on a dans notre classement. La force, je sais pas moi, l'humilité par exemple, qui est une force, ou le pardon, c'est des forces dont tout le monde a besoin à un moment donné ou à un autre. Si on n'est jamais dans l'humilité, voilà, évidemment qu'on en a besoin. Donc il n'y a pas tellement de risque, parce que de fait, inconsciemment, à des niveaux différents en fonction des situations, on utilise toutes les forces. Après, si c'est une force en fin de classement, en général, si on n'utilise pas beaucoup, personnellement, ça ne pose pas de problème. Ça peut poser des problèmes, par contre, dans certaines relations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans les incompréhensions, alors c'est à la fois les incompréhensions parce que, voilà, ce que je disais, quelqu'un qui a la prudence dans son top 5 et quelqu'un d'autre qui a l'enthousiasme dans son top 5, ça peut rentrer en conflit. Mais ça peut aussi être parce qu'on a, à l'inverse, c'est des forces en bas de classement. Et donc les gens se comprennent pas forcément, par exemple sur la capacité d'aimer ou d'être aimé, qui peut être en bas de classement. Ça veut dire qu'on est incapable d'aimer les autres, mais ça veut dire que c'est des choses qu'on exprime moins, qu'on met moins en avant. Et ça peut créer des incompréhensions pour d'autres personnes qui ont ces forces-là beaucoup plus en haut de classement. Et c'est plus là où ça peut poser problème, c'est vraiment qu'on va avoir des incompréhensions, des conflits
qui sont liées à ça. Alors, les forces, c'est une grille de lecture, hein, qu'on passe le test ou pas. Voilà, les conflits interpersonnels, c'est souvent des incompréhensions, c'est souvent aussi des... Bon, après, il peut y avoir des situations qui ont été vécues, etc., des rancœurs ou autres, mais c'est vraiment souvent des incompréhensions, parce qu'on ne parle pas le même langage, on interprète des choses en fonction de notre grille de lecture et en fonction de notre personnalité. Et donc ça c'est vraiment le seul risque, j'ai envie de dire, dans le fait d'utiliser moins certaines forces, ou alors ce serait de refuser complètement d'utiliser certaines forces, qui est quasiment impossible. C'est plutôt dans les interactions avec les autres et dans le fait que les autres ne sont pas comme nous et que parfois ça peut leur poser problème si on comprend pas comment ils fonctionnent et qu'on fait pas non plus un pas vers les autres en termes de compréhension. Et des fois, ça passe par le fait d'aller puiser dans ses forces un peu plus en retrait pour se mettre à la place de l'autre et comprendre son fonctionnement. Dire, ok, il fonctionne comme ça, donc effectivement, ce que je dis là, ça peut être perçu de telle manière. Mais après, c'est un travail des deux aussi. Hein. Je ne vais pas te dire que c'est la responsabilité d'une personne tout le temps non plus de faire ce travail, de se mettre à la place de l'autre et de subir des fois des trucs qui sont inacceptables. Mais c'est vraiment le seul risque, en fait, qu'on voit aussi scientifiquement, justement, c'est ce problème d'incompréhension et c'est lié au fait que ce ne sont pas des forces et des faiblesses. S'il y avait des faiblesses, oui, là, il y aura un risque, mais comme ce n'est pas la manière dont le test est construit, la manière dont les choses sont envisagées là-dedans, du coup, ce n'est pas un souci en tant que tel. De mettre la confiance sur ces forces-là, ça nous permet aussi qu'on soit, voilà, j'allais dire, spécialiste de psychologie ou pas d'ailleurs, de mettre la confiance d'une manière générale et peut-être d'avoir une grille de lecture aussi dont la personne qui est en face de nous à ce moment-là fonctionne. Et je veux dire, voilà, peut-être que là, moi, c'est ça qui est important pour moi, voilà, a priori, pour cette personne, c'est autre chose. Alors, mais voilà, ça apporte aussi un éclairage sur ces éléments-là. Donc, le fait de se mettre à la place de l'autre, de se décentrer aussi par rapport à son propre fonctionnement, quoi. Ouais. Exactement. Intéressant. Peut-être pour terminer, en tout cas, cet entretien, peut-être une question un peu plus personnelle, mais voilà, pas trop perso non plus, t'inquiète pas. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, j'allais dire personnellement, le fait de te pencher sur ces forces, le travail que tu as fait peut-être à travers ça. Qu'est-ce que tu en retires là aujourd'hui de tout ça? Alors, plusieurs choses. Alors, il y a des choses qui ont bougé en quelques années, donc effectivement, j'ai pas les mêmes. Aujourd'hui, j'utilise pas mes forces de la même manière dont je les utilisais il y a quelques années. Mais premièrement, ce que ça m'a apporté, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, une grille de lecture. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon top 5, j'ai l'amour de l'étude de l'apprentissage. C'est quelque chose qui m'a pas surpris, mais qui m'a donné un élément de compréhension, c'est-à-dire que par rapport à certains comportements ou certaines appétences que j'avais, donc voilà, pour donner des éléments concrets, je fais énormément de MOOC, je lis pas mal de bouquins en permanence, j'essaie toujours d'alimenter, on va dire, de m'alimenter intellectuellement là-dessus, et donc sur différentes choses d'ailleurs qui n'ont pas forcément à voir avec la psycho ou ce que je fais sur se réaliser. Et du coup, ça m'a donné une compréhension de ça, parce que quand je le fais pas, quand je passe des périodes où j'ai pas cette alimentation, on va dire, de l'esprit, je suis moins épanoui, et ça m'a permis de comprendre ça, en fait. C'est un exemple, mais c'est pas que j'aurais pas continué à le faire si j'avais pas eu le test des forces, mais c'est que ça m'a permis de comprendre que ça, c'était vraiment central, et que c'était important, et que ça se traduisait par ces comportements-là, de faire le lien en fait entre des comportements, des ressentis et quelque chose qui me caractérisait. Plutôt que d'être dans l'intuition de dire c'est bizarre, et puis de ne pas forcément faire les liens de cause à effet. Ça m'a permis de travailler là-dessus, de faire des liens de cause à effet. Ça m'a permis, donc ça c'est une première chose, on va dire, très concrète, hein, c'est sur les forces principales. Autre chose, ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de certaines personnes, ou le conflit aussi avec certaines personnes sur certaines forces. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est un truc magique et qu'en un claquement de doigts, ça résout les conflits, parce qu'après, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans les conflits qu'on peut avoir avec certaines personnes. Je parle de conflits au sens très très large, ou d'incompréhension. Mais ça m'a permis d'avoir j'aurais plutôt tendance à avoir cette prise de recul déjà, mais ça me permet d'avoir une grille de lecture supplémentaire, une prise de recul un peu plus importante encore sur ces éléments-là.
Ce qui est intéressant aussi, je trouve, ce que ça m'a apporté, c'est le fait de comprendre que pour les forces qui étaient plus en retrait, que c'était donc déjà cohérent avec la manière dont je fonctionnais, mais aussi de voir que c'était pas quelque chose de... Enfin, moi, ça m'a permis vraiment de comprendre que ces forces plus en retrait, le découpage du test me parlait, puisque ces forces en retrait, je savais que j'avais ces capacités-là, mais que ça ne me parlait pas. Et là, ça permet de se dire, ok, j'ai ces capacités-là, mais ça ne me représente pas, et c'est pas grave si c'est en fin de classement, parce que je sais que je peux aller les solliciter. Donc c'est vraiment aussi ce côté un peu où on désamorce le côté il faut être comme ci, comme ça, il faut compenser ses points faibles. En France, on a quand même l'habitude, mais c'est pas le seul pays, à énormément dans la scolarité, dans l'éducation, se focaliser sur le fait de compenser ses points faibles d'abord. Puis les points forts, ça c'est pas très grave. Et les points forts, on les voit comme des talents qui tombent du ciel, comme des choses innées, alors que c'est aussi, on est le produit de nos environnements, hein, même s'il peut y avoir une part de génétique, mais c'est aussi de l'acquis, pas forcément de manière formelle, mais de l'inconscient. Donc ça permet aussi moi ça m'a permis d'avoir cet équilibre un petit peu de se dire que c'était pas forcément grave, alors même si ça m'empêchait pas de dormir, mais je veux dire dans la découverte des résultats du test, je sais que je peux aller les solliciter et je vois pourquoi en fait je les sollicite pas souvent. C'est parce que ça me représente pas, en fait c'est pas caractéristique de mes comportements et que ça m'apporte pas un épanouissement particulier. C'est la différence après entre, alors il y a d'autres classifications qui ont été développées notamment avec les mêmes forces, hein, mais sur les talents et les forces. C'est le côté entre comportement appris et force, et vraiment force signature, ce que d'autres appelleraient des talents, et le côté, c'est des comportements qu'on peut aller solliciter, mais qui ne nous caractérisent pas. C'est-à-dire des choses qu'on sait faire, des angles de vue qu'on peut prendre, mais qui ne sont pas quelque chose qui nous parle particulièrement, quoi. Et c'est bien d'avoir ce réservoir, ce registre à disposition, tout en sachant que c'est pas quelque chose qui va nous apporter le plus, mais dont on a besoin quand même. Et puis après, c'est tout simplement travailler sur les forces, c'est découvrir des comportements des situations qui nous parlent le plus, mettre des mots sur le fait que travailler dans telle ou telle condition avec telle ou telle personne ou sur tel ou tel projet, ça nous correspond plus et ça nous apporte plus d'épanouissement justement parce que ça fait écho à des forces. Que ce qu'on nous renvoie aussi en positif ou en négatif sur nos comportements, que ça fait sens. Je dis pas qu'il faut tout lire à travers la grille de lecture des forces, mais ça permet d'avoir des points de repère, des points d'appui qui permettent de structurer un petit peu une analyse et de ne pas être juste dans l'interprétation un peu sauvage, mais d'avoir un peu une grille de lecture vraiment. Et donc là, ça m'a apporté aussi là-dessus. Après, il y a plein de choses, rentrer dans les détails des situations, mais vraiment, je pense que ce qui est important, c'est de valider ou pas d'ailleurs, parce qu'on a des intuitions et des fois on découvre des choses aussi, et de se dire voilà, c'est ça me correspond, maintenant j'arrive à faire le lien que vous avez fait entre des comportements, des ressentis et en fait tout simplement des traits de personnalité, et voilà pourquoi ça match, et voilà peut-être ce que je devrais essayer de faire au niveau professionnel, au niveau relationnel, pour aller mieux, tout simplement pour me sentir mieux, parce que en fait ça me parle plus, ça me correspond plus. Donc ça c'est un peu la chose aussi qui est intéressante, je trouve, en tout cas moi qui m'a aussi personnellement intéressé à apporter dans le test des forces. Bastien, je veux te remercier vivement et chaleureusement pour le temps que tu as accordé, pour la qualité de tes réponses. Moi-même, j'y vois plus clair, alors que j'avais déjà regardé un petit peu les choses, mais voilà, je pense que ça va apporter un éclairage intéressant et étayé sur cette notion de force de caractère, qui peut paraître peut-être au premier abord un peu flou comme concept. Donc vraiment, toi, j'invite vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout le monde à aller voir ton blog, là, serealiser.com, et regarder aussi ce qui va compléter ce que tu disais, voilà, le guide des forces. Et puis, j'en dis pas plus, mais voilà, quand on le télécharge, on reçoit aussi un certain nombre d'autres outils qui permettent peut-être de regarder aussi dans le fonctionnement avec les autres, en couple, en équipe, voilà, tous ces éléments-là, et d'avoir aussi cet éclairage dans mon fonctionnement avec celui des autres et comment l'autre fonctionne. Donc,
Voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ton blog. À la suite de cette vidéo, je vais mettre en ligne, en tout cas, 24 vidéos qui reprendront les forces une à une, donc avec voilà, un petit descriptif et puis 10 manières de développer cette force. Donc ça va s'appeler 240 manières de développer vos forces de caractère. Donc voilà, un petit peu ça, c'est pour l'info sur le blog. J'en profite aussi, enfin en tout cas je le signale, euh, pour dire que tu ne travailles pas uniquement sur les forces, tu l'as dit au début, mais voilà, tu as un champ d'activité aussi plus large. Alors, on peut trouver tes ouvrages sur le effectivement. J'ai vu aussi qu'on pouvait se les procurer en version papier sur Amazon, je crois, Ouais, notamment c'est le ça. guide des forces. Et il y a d'autres ouvrages, alors, sans peut-être trop les détailler, mais euh, j'ai vu que tu t'intéressais à l'alimentation flexible et au Oui. training autogène. Juste par curiosité, training autogène, ça renvoie à quoi Alors, le training autogène, c'est une méthode de relaxation sur laquelle j'ai entre autres travaillé pendant ma thèse en fait, et sur l'autorégulation des méthodes comme ça on va dire, de travail sur l'attention. Donc c'est une technique de relaxation qui permet aussi de rentrer, alors c'est un petit bouquin qui permet, très pratique, qui permet de rentrer dans des pratiques un peu plus, parfois moins accessibles pour les gens de méditation. Parce que le training autogène est inspiré du yoga, le training autogène a aussi beaucoup inspiré la sophro, qui a émergé dans les années 50. Et donc c'est une technique qui peut plus correspondre à des gens qui ont un esprit un peu plus, on va dire, rationnel, qui ont besoin de découper les choses en phases en exercice. Parce que la méditation, voilà, c'est hyper intéressant de travailler la méditation, mais c'est pas toujours évident de rentrer dedans. Et le training autogène peut être une porte d'entrée parmi plein d'autres. Et donc c'est, au démarrage du blog, j'ai écrit en même temps ce livre pratique pour rediffuser un petit peu cette pratique sur le training autogène en mettant un peu d'éléments scientifiques aussi au départ dedans pour comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, Ok. tout ça. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, je vais te souhaiter une bonne continuation et puis au plaisir d'un nouvel échange, voilà, peut-être par la suite sur une thématique en lien avec la psychologie positive ou autre chose. Voilà. Donc Ça marche. à bientôt et je te souhaite une bonne continuation. À toi aussi. Salut. Salut.